Bonsoir à tous, bonsoir et merci beaucoup d'être aussi nombreux pour cette première grande soirée de ce Festival America à Vincennes. Je pense que nous sommes tous très heureux de nous retrouver en public 4 ans après pour ce nouveau festival et nous avons énormément de chance parce que pour cette première grande soirée, nous avons la chance de réunir 3 écrivains majeurs de l'Amérique contemporaine pour discuter d'un thème qui lui aussi est tout à fait majeur. Cette soirée est placée sous le signe de l'Amérique, ce passé qui ne passe pas. Alors pour ceux qui sont amateurs de littérature américaine, savent que cette expression, on la retrouve chez William Faulkner. C'est dans son roman dialogué Requiem pour une nonne, adapté au théâtre par Albert Camus. Et dans ce livre, Faulkner écrit plus précisément « Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé ». Or, c'est un roman qui se penche sur le thème de la culpabilité, de la rédemption, de la capacité à reconnaître ses torts et à expier ses fautes passées. Alors, est-ce que c'est possible dans le cas d'un individu et surtout, est-ce que c'est possible dans le cas d'une nation entière? C'est l'une des questions que nous allons essayer d'évoquer ce soir avec nos invités. Donc, je le disais, 3 très grands écrivains, romanciers, essayistes, qui ont été des grandes voix de ces dernières années, des grandes consciences, et que nous avons la chance de réunir ce soir sur la même scène. Alors le plus loin de moi, bonsoir Ta-Nehisi Coates. Ta-Nehisi Coates, dont on a découvert la plume, vous pouvez l'applaudir. Ta-Nehisi Coates, dont on a découvert la plume grâce à ses essais dans The Atlantic notamment, avant de lire ses livres. Une colère noire, qui était parue en 2015 aux États-Unis et qui avait reçu le National Book Award là-bas. Une colère noire, lettre à mon fils. Le grand combat, le procès de l'Amérique, qui explore, autant de livres qui explorent les racines et les ressorts du racisme envers les Afro-Américains dans l'Amérique contemporaine. Et en 2019, nous avions découvert son premier roman, La danse de l'eau, publié chez Fayard dans une traduction de Pierre de Marty. À vos côtés, Ta-Nehisi Coates, David Treuer. David Treuer, bonsoir. David Treuer, écrivain acclamé depuis plus de 20 ans, et la parution de son premier roman Little. Une demi-douzaine d'ouvrages ont suivi, évoquant avec à la fois délicatesse et puissance le destin des peuples autochtones aux États-Unis, comme un frère, Indian Roads, et la vie nous en emportera, ou encore cet ouvrage très très fort, Notre cœur bat à Wounded Knee, l'Amérique indienne de 1890 à aujourd'hui, que nous évoquerons notamment ce soir, et qui est traduit par Michel Littéraire aux éditions Albin Michel. Et enfin, juste à côté de moi, Viet Thanh Nguyen, bonsoir. L'un des meilleurs écrivains que nous avons pu découvrir ces dernières années dans nos librairies, prix Pulitzer en 2016 pour votre premier roman, Le Sympathisant. Dans la suite, Le Dévoué, qui se passe notamment à Paris, est paru chez Belfond dans une traduction de Clément Beaude. Et dans ces romans, auxquels on peut ajouter le recueil de nouvelles Les Réfugiés, vous revenez notamment sur le sort réservé à la communauté d'origine vietnamienne aux États-Unis après la guerre entre les deux pays. Alors avant de lancer la conversation entre vous trois, nourrir les échanges entre vous, eh bien nous avons une chance qui va se poursuivre tout au long de ce festival pour certaines grandes rencontres, et celle-ci en fait partie, c'est la chance de pouvoir entendre vos mots, entendre des extraits de vos livres pour apprécier votre langue. Et j'invite en tout premier Léo Larouquère, qui va nous lire un extrait de La danse de l'eau de Ta-Nehisi Coates. Et c'est le seul endroit où j'aurais pu l'apercevoir. Là, sur le pont de pierre, une danseuse drapée de bleu diaphane, parce que c'est ainsi qu'ils avaient dû l'emmener quand j'étais petit, à l'époque où la terre de Virginie était encore rouge comme la brique et rouge de vie. Et même si d'autres ponts enjambaient la rivière Gouze, c'est celui-ci qu'ils avaient dû lui faire traverser, pieds et poings liés. Car c'est par ce pont qu'on accédait à la grande route qui s'enfonçait en serpentant entre les collines vertes jusqu'au bas de la vallée, avant de bifurquer dans une direction, une seule. Et cette direction était le sud. J'avais toujours évité ce pont, car il était entaché du souvenir des mères, des oncles et des cousins
qui avait disparu sur la route de Natchez. Mais, conscient aujourd'hui du formidable pouvoir de la mémoire, conscient qu'il peut ouvrir un monde, une porte bleue menant d'un monde à l'autre, qu'il peut nous transporter des montagnes aux prairies, des bois verdoyants aux champs nappés de neige, conscient aujourd'hui que la mémoire est capable de replier la terre comme un morceau de tissu, et conscient aussi que j'avais enfoui mon souvenir d'elle dans les plus profonds recoins de mon esprit, conscient que j'ai oublié, sans pourtant vraiment oublier. Je sais aujourd'hui que cette histoire, cette conduction, ne pouvait commencer que là, sur ce pont de pierre, entre le pays des vivants et le pays des disparus. Et elle dansait la djouba sur ce pont, une jade de terre sur la tête, un grand voile de brume s'élevant de la rivière et venant mordiller ses talons nus, qui frappaient les pavés et faisaient tressauter à son cou son collier de coquillages. La jade de terre ne bougeait pas. On aurait dit qu'elle faisait partie d'elle, que peu importe avec quelle frénésie, elle levait les genoux, se penchait, se contorsionnait et écartait les bras. La jatte restait fixée sur sa tête comme une couronne. Et en voyant cet incroyable prodige, je compris que cette femme, qui dansait la djouba, drapée de bleu diaphane, était ma mère. Merci beaucoup. Alors le héros, le narrateur de ce roman qui dit « je », c'est Hiram, qui est le fils né d'un viol entre sa mère en esclave et son propriétaire. C'est cette femme qui danse avec son collier de coquillage, c'est sa mère. Ta-Nehisi Coates, pourquoi avoir choisi de situer votre premier roman à la veille de la guerre de sécession, dans ce sud esclavagiste, mais juste avant justement que l'Amérique esclavagiste ne s'effondre? Pourquoi avoir choisi cette période-là? Guess I should take the mic. Okay, all right. First of all, thank you. Just happy to be here. Happy to be back in France. I think it's my first real solid trip after the pandemic, so I just want to express my appreciation. Nobody is entitled to an audience, and to have an audience like this for American literature is it's pretty badass. So. I think in the American consciousness that there is an idea that the essence of the country, the beginning of the country, is the American Revolution, the revolt from England in 1776. And I think the case that the Water Dancer makes is that it's actually the period of slavery. That is the period where, much of our ideals of equality, much of our current conflicts over who gets allowed to be under the umbrella of democracy and rights in America, that it all dates back to the decision, really the forced decision, almost inflicted on the country, that a whole class of people who were enslaved and were the South's working class would be free and should be citizens and should be given rights. And so from my perspective, that was obviously just a very potent and strong place to root a novel and to start a novel and to write from. Oui, donc, tout d'abord, merci infiniment de cet accueil. Je suis très heureux d'être de retour en France. C'est mon tout premier voyage, vrai grand voyage après la pandémie, donc c'est vraiment un honneur et un bonheur d'être ici, et évidemment devant un public aussi nombreux pour applaudir de la littérature américaine, c'est vraiment un très grand bonheur. Alors pour répondre à votre question, je pense qu'il y a dans la conscience américaine cette idée
que l'essence du pays réside dans un endroit très précis, qui remonte même à la Révolution en fait, américaine, le moment où l'Amérique s'est défait du joug anglais en 1776. Et si j'ai choisi, moi, de situer La Danse de l'eau, mon roman, à ce moment très précis, en fait, avant la guerre civile, c'est parce que c'est là dont sont originaires des idées qui sont encore très puissantes aujourd'hui, cette idée de l'égalité, cette idée des conflits qui animent encore nos temps présents, et l'idée que voilà, certains citoyens doivent être protégés, être placés sous le parapluie de la démocratie et ne pas être considérés comme des sous-hommes, remonte à ce moment très précis, à cette décision qui, à un moment de notre histoire, a consisté à dire que voilà, les esclaves pouvaient devenir eux-mêmes des citoyens de plein droit de ce pays. Donc pour moi, c'était une évidence que ce roman devait se placer à ce moment nodal de notre histoire. Hiram, le narrateur, parle de la conduction. Et la conduction, c'est cet étrange pouvoir surnaturel qu'il peut déployer, qui réside dans la capacité de se déplacer d'un endroit à l'autre, mais à une condition qui est d'aller puiser dans sa mémoire traumatique, sa mémoire forgée par la violence, par l'arrachement au sien. Et je me suis demandé d'où était venue l'idée de ce super pouvoir, mais lié intrinsèquement, très fortement à la mémoire. So, America has an idea of itself that I would argue is rooted in false memory. Oldest democracy in the world, when in fact, for the first almost 100 years of its history, you could go to a whole state where half the population was not just disenfranchised, but enslaved. Oldest democracy in the world, when well within the living memory of people in this room, the right to vote existed mostly on paper. Oldest democracy in the world, when as recently as the 1920s, the majority of Americans were in fact disenfranchised. It's actually quite a young democracy. But the struggle to make ourselves live up to these kind of words, these ideals, has been a really, really painful one. And there are some ugly, shameful things that we've done that we don't want to face up to. And so we find ourselves in this cycle over and over and over again, unable to move forward. And so the idea of conduction in the book, which Hiram is going through, the fact that he can't move forward or he can't make these huge jumps without facing up to painful things in his history, was metaphoric for the larger struggle. Because I think as true as that is for a country, it's true for the character. And in some sense, it's true for African Americans. For us to face up, nobody likes to be a victim. Nobody likes to look their traumas in the face. But in many ways, I was thinking about the larger country and why we find ourselves on this treadmill of racism over and over again. Oui, l'Amérique se fait souvent une idée d'elle-même qui repose en réalité, selon moi, sur une mémoire fausse, sur des faux souvenirs. Et l'Amérique aime se croire la plus vieille démocratie du monde, mais c'est en réalité une démocratie dans laquelle, en réalité, la moitié de la population, pendant des siècles, a été mise au banc de la société, où les droits d'une majorité de la population n'existaient que sur le papier. Et ce jusque dans les années 20, et on pourrait dire même jusqu'à aujourd'hui dans une certaine mesure. Donc en réalité, c'est une très jeune démocratie par opposition à ce qu'elle aime penser d'elle-même. Et donc il y a cette espèce de lutte qui est en cours depuis les débuts de l'histoire américaine et qui n'a jamais de fin, une espèce de lutte cyclique qui tourne un petit peu en rond. On essaye d'avancer et de faire avancer cette situation. Et la conduction, pour moi, ce super pouvoir de la conduction était une métaphore de cette nécessité d'avancer. Donc grâce à cette conduction, le personnage
peut avancer là où en réalité l'histoire ne fait que se répéter en permanence et on ne peut pas avancer. Donc c'était la métaphore de cette lutte et des moyens de la dépasser, et c'est évidemment ça a une résonance toute particulière pour nous autres Afro-Américains. Voilà, personne n'aime être victime et être enfermé dans ce rôle de victime, et donc cette image, cette métaphore était un moyen de montrer comment on peut dépasser ce statut et comment on peut faire avancer une histoire qui ne cesse de se répéter. Merci. La mémoire, justement, est aussi au cœur de votre essai magistral, David Treuer. Je le disais tout à l'heure, notre cœur bat à Wood Indy, qui revient sur la destruction de l'Amérique indienne, mais cette destruction pas totale, et qui en réalité s'est prolongée tout au long du XXe siècle et du XXIe siècle avec un travail de résistance et un travail pour continuer à faire exister les différents peuples autochtones aux États-Unis. On va en écouter un extrait. J'invite Christine Mathéos à nous rejoindre sur scène pour lire une partie de l'introduction de cet essai. Certains tendent à considérer la colonisation européenne de l'Amérique du Nord. Oups. Donc, je reprends peut-être. Donc, certains tendent à considérer la colonisation européenne de l'Amérique du Nord et l'extermination de nombreuses tribus et cultures qui s'en est suivie comme une chose soudaine et inéluctable. Ce n'était ni l'un ni l'autre. Comment, dès lors, les Indiens sont-ils passés de seigneurs du continent, eux qui en contrôlaient tout, des côtes à l'intérieur, qui avaient triomphé de ses climats, de sa géographie, et même des conflits inévitables entre tribus, à ces vestiges éparpillés de ci, de là, en 1892. Bien que le viking Leif Erikson, le découvreur, ait abordé et sommairement exploré le littoral de l'Atlantique Nord au XIe siècle, c'est seulement après que Christophe Colomb eut accosté une île des Bahamas, le 12 octobre 1492, que commença réellement l'époque des explorations et ensuite celle de la colonisation du Nouveau Monde. Et c'est là que commence généralement l'histoire de l'Amérique. À l'instar de quantité de mythes des origines, l'idée que tout a débuté en 1492, quand Christophe Colomb a vogué sur le bleu de l'océan, est pure fiction. Tout comme le sont les raisons censées l'avoir poussé à entreprendre son voyage, lequel n'était motivé ni par l'idéologie, ni par le désir de démontrer que la Terre était ronde. Le voyage de Christophe Colomb en Amérique du Nord était une mission qu'on pourrait comparer à la pire espèce de mariage. Venu pour l'argent, il finit devant la justice. Je vais passer à l'épilogue du livre. La vie des Indiens, nos combats et nos succès en vue de survivre nous rappellent que nos âmes possèdent un grand pouvoir. Il faut se rappeler des souffrances muettes de l'Indienne, dont l'histoire a oublié le nom, enlevée par Christophe Colomb et donnée à Michele da Cuneo, vendue, échangée, violée et probablement confiée à la mer. Il faut se souvenir de la force et de la dignité du chef des Otos, Medicine Horse, qui répondit aux membres de la commission fédérale qui, en 1873, voulait s'emparer de sa terre. « Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hommes. Je n'aurais jamais imaginé être traité ainsi quand j'ai signé le traité. » Il faut se souvenir de la douleur du père indien qui apprit ainsi la mort de sa fille en 1906 à l'église indienne de Flandreau. Ceux qui étaient avec elle disent qu'elle n'a pas souffert, mais qu'elle est morte dans son sommeil. Lydie était une de nos meilleures filles. Je regrette beaucoup que vous n'ayez pas pu voir votre fille vivante, car elle avait grandi et s'était beaucoup améliorée depuis que vous l'avez laissée venir ici.
Se souvenir de ces récits et de tous les autres, c'est rester humble dans le pouvoir et être appelé à guérir les âmes inquiètes du pays. C'est se rappeler que nos vies elles-mêmes existent au-delà de la politique. C'est se rappeler le bien et le mal, l'individu et le social, le grand et le petit. Ce n'est pas considérer les Indiens en tant que tels, mais considérer le détail de nos vies. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes le corps de notre République. Et nous devons l'écouter et entendre, au-delà de la douleur, de la colère et de la peur, au-delà des décrets, de la politique et du remous des émotions et des ressentiments publics, au-delà de la grandiloquence et de la rhétorique. Le bruit, parfois léger, parfois plus fort, d'un cœur qui continue de battre. Merci infiniment. David Trayer, vous écrivez dans ce texte « Il faut se souvenir de tous ces récits ». Est-ce que justement cet effort de mémoire que nous évoquions à l'instant avec Ta-Nehisi Coates, c'est l'inverse, c'est ce qui s'oppose à la pure fiction, au mythe des origines de l'Amérique? Well, first of all, thanks for having me back in France. I was lucky enough to be at the first edition of the festival 20 years ago, and a few in between. And I always feel like I came of age as a writer here in France, and so it's always a huge pleasure to come back and spend time with you. Thank you. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité ici. Je suis très heureux d'être de retour en France et c'est vraiment une chance pour moi. J'étais présent lors du premier festival, il y a 20 ans déjà, et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai grandi comme auteur au festival. J'ai eu la chance de revenir plusieurs fois entre le premier festival et celui d'aujourd'hui, et je suis ravie, encore une fois, d'être de retour avec vous. Merci pour votre accueil. In answer to your question, and thank you, it's a great question. The Heartbeat of Wounded Knee is definitely a counter-narrative to the story that America likes to tell itself about itself. In the American imagination, America has a native past and an American present. And in the American imagination, tribal people such as myself, Native American people, ceased to exist when the frontier closed in 1890. And they are surprised that we've continued on, been doing, living, growing, and have been agents of history in our own right. So, and it's not a shock anymore. It used to be a shock to me. When I left home, I left the Leech Lake Reservation where I grew up. People would ask me what I am, who I am. I'd tell them, and they say, well, that can't be true. We killed all of you. No, they did. People said this. And I said, I don't feel fucking dead. Not yet. But it's the common sentiment that natives are gone, that the story of Native America is a descending line. It's necessarily a tragedy. And so I wrote the book as a counter-narrative, but not necessarily for Americans, but as much for myself and for my people as well, so that we could see ourselves better. We could see ourselves more clearly. We could see that we have a continued existence that is not just an existence as, I don't know, ghosts that haunt the American landscape. And so, yeah, it was definitely a spear I was trying to throw in the heart of the story of America, definitely. Merci pour votre question, elle est très bonne. Et je peux dire qu'effectivement, il s'agit d'un contre-récit par rapport au mythe américain. Dans l'imaginaire américain, on a l'impression qu'il y a un passé qui était autochtone ou qui appartenait au peuple premier, comme on dit au Canada.
mais que le présent est américain, est autre chose. Et souvent, dans cet imaginaire, on pense que les tribus, les peuples indiens ont cessé d'exister à partir de 1890, au moment où les frontières ont été fermées, où c'était la fin de la conquête de l'Ouest. Et je suis toujours très étonnée de cette idée, car en fait, nous, les peuples indiens, nous sommes des agents de notre histoire. Nous continuons à vivre, nous travaillons, nous créons, nous vivons, et nous avons notre propre histoire qui n'est pas morte. Et je suis toujours surprise quand quelqu'un me demande on me demande d'où je viens, et je réponds, je viens de Leech Lake. Ah, mais bon, mais qui êtes-vous? Quels sont vos ancêtres? Et je réponds que je suis indien. Et on me dit, mais non, c'est pas possible, les Indiens sont morts, on les a tous tués. Et je dois répondre, mais non, je ne suis pas mort, je suis totalement en vie. Et je pense que dans cet imaginaire américain, il faudrait qu'on montre que nous existons encore. Et ce contre-récit, effectivement, va à l'encontre de ce mythe américain, de cet imaginaire américain. Et j'ai fait ce travail pas uniquement pour moi, mais pour tout mon peuple. Et pas forcément pour l'Amérique en tant que pays, mais pour mon peuple, pour moi-même, pour ma famille, pour nous permettre de mieux nous voir, pour être plus clair sur qui nous sommes et pour nous permettre et de montrer qu'on continue à exister, qu'on a existé, on continue, qu'on n'est pas mort. Et effectivement, c'est une pique que je lance contre ce mythe américain. Il y a cette phrase très forte dans le livre et qui d'ailleurs est citée dans l'extrait qui nous a été donné. Vous dites, il ne faut pas considérer les Indiens en tant que tels, mais considérer le détail de nos vies. C'est le sens de ces récits aussi, et c'est un peu aussi ce que proposait Ta-Nehisi Coates avec son roman, c'est rendre leur humanité, leur singularité à ces peuples, et pas simplement les considérer comme une masse abstraite, une masse floue, qui aurait une existence un peu, comme vous dites, de fantôme dans l'Amérique contemporaine. La question, c'est quoi? La question, c'est... Vous savez, on est très forts, les Français, pour faire des questions qui n'ont pas l'air de questions. Est-ce que c'est aussi un travail de la littérature, de la fiction ou du documentaire, d'évoquer les vies dans leur singularité, dans leur humanité, et pas simplement comme des ensembles abstraits, les Afro-Américains, les Amérindiens, les Américains d'origine asiatique? Yes and no, you know. I mean, I think the idea of the sovereignty of the individual is a little bit overblown. I think it's a sort of 18th century German invention, you know, in Jena, right? This whole idea of the self as this sort of most important unit of meaning. But, so no, right? I don't think that's the work of my book, although of this book, but maybe, you know, in my fiction, certainly. But, you know, the work of this book is something, I don't know, like, it's a not so gentle reminder, you know, that America likes to think of itself as having this, you know, Indians in the past, you know, and something else in the present. And it's a fundamental lie that this country loves to tell itself about itself. America has been shaped by Native people, and vice versa, since the beginning, you know? I mean, from the very beginning. I mean, the very first revolutionary act of the colonists was to throw tea in Boston Harbor, but they did so dressed as Mohawk Indians to make a point. One of the major reasons for going to war was over the question of who got to steal our land, the crown or the colonists, who got to push west, who got to make money off of that land. You know, after the revolution, when they were looking around for a new form of government, and this is going to be terrible for you, and I'm really sorry, to whom did they look, on whom did they in part model our government and our separation of powers, the judicial, the legislative, and the executive? On the Iroquois Confederacy, in part, you know? The first test of states' rights versus federal power wasn't over the question of slavery
or the expansion thereof. The first test was over the Indian Removal Act in 1830 that attempted to remove Native people west of the Mississippi. Power has always been a three-way street in America: tribes, states, and the federal government. And I'm sorry, but this is terrible. I know, right? 1965 and 1995, the United States Supreme Court heard more cases about federal Indian law than any other genre of law. More than immigration, more than banking, more than civil rights, more than anything. You know? So as America was trying to rethink itself in the wake of civil rights, Vietnam, Nixon, Watergate, the Pentagon Papers, at least in the courts, it did so in large measure by considering the sovereignty of Native nations. So this country has always been Native. Not just the past, the present, you know? And so that was the push in the book, at least this book. So the answer to the question is no, not exactly. I'm really sorry. Ben, on va faire de son mieux, hein. Donc la réponse est oui et non. Moi je pense que de nos jours, cette idée de la souveraineté de l'individu est peut-être trop emphatique. En fait, c'est une idée qui remonte du XVIIIe siècle en Allemagne, où on avait l'idée que le plus important, c'était le soi, que le soi était au cœur de tout. Donc pour ça, je dirais non, dans ce livre, ce n'est pas le soi qui est au centre de tout. Après, peut-être que ce n'est pas le cas dans les œuvres de fiction, mais dans ce livre, c'est plutôt un rappel, et un rappel assez vigoureux, pas très doux, à l'Amérique, pour dire que les Indiens n'appartiennent pas au passé. Les Indiens appartiennent au passé et au présent. Les Américains aiment bien se raconter des mensonges sur leur histoire et sur comment le pays a été forgé, car le pays a été forgé avec et par les Autochtones. Et on ne peut pas nier leur importance, ni à l'origine du pays, ni dans le présent que nous vivons actuellement. Regardez un événement hautement mythique pour le peuple américain, ce qu'on appelle le parti de thé de Boston, quand les colons ont jeté des paquets de thé dans le port pour protester contre les Anglais, ben ils l'ont fait déguisé en Indien Mohawk. Donc cela a un sens, je pense. Et il a fallu, à partir de ce moment, décider qui allait prendre le pouvoir et surtout qui allait avoir le droit de voler les terres aux Indiens. Est-ce que c'était la couronne ou est-ce que c'était les colons qui allaient avoir la possibilité de voler nos terres? Après la Révolution, il a fallu aussi décider sur un gouvernement. Nous avons un gouvernement avec 3 parties, la législative, la Cour et puis l'exécutif. Et quel modèle ont-ils choisi? Mais le modèle de la Confédération iroquoise. Ça aussi, ça en dit long, je pense, sur la création de nos États. Et toujours aux États-Unis, en fait, il y a ce travail entre l'État central et puis aussi les nations souveraines. Et en 1830, il y a eu le premier acte de Congrès qui a déporté les Indiens à l'ouest du Mississippi. Et là, on voit bien qu'il y a les tribus, l'État et puis l'État fédéral. Et entre 1965 et 1995, la Cour suprême a attendu plus d'affaires qui touchaient à les droits de la souveraineté des tribus indiennes que des affaires de toute autre nature, y compris la finance, les droits civiques ou d'autres questions qui concernent la société. Donc, je pense que l'Amérique, à travers toutes ces périodes, à travers les bouleversements de la guerre au Vietnam, Nixon, Watergate, il y a quand même constamment eu ce souci de la place de la souveraineté des tribus indiennes. Donc les Autochtones ont toujours été une force présente dans notre société, dans le passé, et ils sont encore présents aujourd'hui dans tous les aspects de l'organisation de notre société. Thank you. Merci beaucoup. Viet Nguyen, dans votre roman aussi, Le sympathisant et ensuite Le dévoué, il y a cette volonté de montrer à l'Amérique une partie de l'histoire, de son histoire, qu'elle ne veut pas voir. En l'occurrence, c'est revenir sur l'histoire de la guerre du Vietnam, mais en particulier de la question des réfugiés de cette guerre. Et pour entendre un extrait, j'invite Robin Dubreuil à nous rejoindre pour nous puissions entendre vos propres mots.
nous étions les indésirables, les inutiles et les ignorés, invisibles à tous, sauf à nous-mêmes. Moins que rien, nous ne voyions rien. 150 aveugles, entassés dans le ventre sans lumière de notre arche, destinée non pas à nous autres mammifères, mais aux poissons de la mer. Pendant que les vagues nous ballottaient de tous côtés, nous parlions dans nos langues natales. Pour les uns, cela voulait dire des prières, pour les autres, des insultes. Quand un changement dans le mouvement des vagues a secoué notre esquif avec un peu plus de force, un des rares marins parmi nous a murmuré « Maintenant, on est sur l'océan. » Après des heures passées à louvoyer sur la rivière, l'estuaire et le canal, nous avions quitté notre patrie. Le navigateur a soulevé la trappe et nous a demandé de monter sur le pont de notre arche, que le monde indifférent dénigrait du nom de bateau. Sous le croissant de lune, au sourire oblique, nous nous sommes vus seuls à la surface de ce monde aquatique. Pendant quelque temps, nous sommes restés étourdis de bonheur, jusqu'à ce que l'océan nous étourdisse d'une toute autre manière. Partout sur le pont, et les uns et les autres, nous nous sommes vidés. Et même quand il ne restait plus rien, nous avons continué de hoqueter et de haleter, pitoyables jusque dans nos vomissements. Ainsi avons-nous passé notre première nuit en mer, frissonnant sous les vents océaniques. L'aurore est venue, et dans toutes les directions, nous ne voyions que l'horizon, reculant infiniment. La journée était torride, sans ombre, ni répit, sans rien à manger qu'une bouchée et à boire qu'une cuillerée. La durée de notre voyage était inconnue et nos rations limitées. Mais même en mangeant si peu, nous laissions nos traces humaines partout sur le pont et dans la cale. Le soir, nous baignions dans notre propre saleté. Quand, au crépuscule, nous avons repéré un bateau à l'horizon, nous avons hurlé à nous érailler la voix. Mais le bateau a gardé ses distances. Au 3e jour, nous avons croisé un cargo qui fendait le vaste désert de l'océan, un dromadaire dont la passerelle dominait la poupe, ses marins sur le pont. Nous avons crié, salué, sautillé. Mais le cargo a poursuivi sa route, ne nous touchant que de son sillage. Au 4e et 5e jour, 2 autres cargos ont paru, chacun plus proche que le précédent, chacun battant pavillon différent. Les marins nous montraient du doigt, mais nous avions beau supplier, implorer et brandir nos enfants. Les navires ne se sont pas déroutés et n'ont pas ralenti. Au 5e jour, un premier enfant est mort. Avant que nous rendions le corps de cette petite fille à la mer, le prêtre a dit une prière. Au 6e jour, ça a été un garçon. Les uns priaient Dieu avec une ferveur redoublée, d'autres se sont mis à douter de son existence. Certains qui ne croyaient pas en lui changeaient d'avis, et d'autres qui ne croyaient pas croyaient encore moins. Le père d'un des enfants morts pleurait. « Mon Dieu, pourquoi nous fais-tu ça ?» Et à cet instant, elle nous est tous tombée dessus. La réponse éternelle à l'éternelle question des hommes. Pourquoi ? C'était et c'est simplement ceci. Pourquoi pas ?
Merci beaucoup. Viet Thanh Nguyen, dans votre roman, il y a un narrateur qui dit « je », mais dans ce prologue, c'est un « nous ». Est-ce que c'était une volonté aussi de pouvoir exprimer à travers ce prologue l'expérience de tous les réfugiés? Thank you, and first of all, I'm so grateful to be here with all of you tonight. It's my third time in Vincennes. The first time I came as a tourist to see your beautiful chateau. Second time I came to make an appearance at your beautiful bookstore, Mi Page. Third time here, hopefully not the last time. After hearing from Ta-Nehisi and David, we've heard about the centrality of Black and Indigenous peoples and experiences to the United States. And as a refugee who came to the United States, I find myself in a very contradictory situation. And one of those contradictions is that as a refugee to the United States, we're expected to be grateful to have been rescued by the United States from boats like you heard about in that passage. And there's a line in my novel, The Sympathizer, where my narrator says, well, I'm grateful to have been rescued by the United States, but maybe I wouldn't have needed to be rescued by the United States if the United States hadn't invaded us in the first place. So I think that when I write about the collective voice, and I use my individual voice as well, what I'm trying to gesture at is that there is a way in which the refugee experience is very definitely a collective experience. And I don't want to speak for all refugees because the United Nations says there are about officially 26 million refugees in the world today, which I think is a very low number, actually, because the United Nations also says there are officially 88 million displaced people in the world today. What's the difference between a displaced person and a refugee? The most important difference is if you're a refugee, you have rights, which is why many non-refugee countries do not want to know that there are more refugees out there. So I think it's still really crucial for someone like me who was a refugee and is in my mind still a refugee in some ways to try to speak about my experience, and to the extent that it may speak about other people's experiences, that's very important. Because the passage that you heard described a situation in 1980. But I think that passage could have described the Jews fleeing Europe in 1939 on a boat that was turned away and was sent back by the United States to Europe, where most of those Jews died. I think that passage could have described the situation that we have today, where thousands of people are fleeing on boats from countries in Africa and Asia and experiencing exactly that same situation. And the reason I talk about this is partly because I think we should care, and partly because my identity is as a refugee, but also partly because we're all responsible. I'm responsible for the production of refugees in this world. You're responsible for the production of refugees in this world. And yet, the tendency of the West, when the West speaks about refugees, is to say the refugees are a crisis. The refugees are a problem. The refugees have to be turned away. When I think about refugees, I think about the way in which we're all complicit because of our habits of consumption, because of our military-industrial complexes, because of our histories of colonialism, of what France and the United States have done. We're all responsible. And my contradiction is, I am a refugee, and I'm also a citizen of the United States. That's very difficult for me to deal with. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir accueilli ici. C'est ma 3e fois à Vincennes. La première fois, je suis venue en tant que touriste pour visiter votre château magnifique. La 2e fois, j'étais accueillie à la librairie magnifique 1000 pages. Et maintenant, je suis ici la 3e fois. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois non plus. Eh bien, oui, en parlant de cette question, je pense que moi-même, en tant que réfugiée, je me retrouve dans une situation assez contradictoire par rapport à ce que mes collègues ont dit en parlant de leurs expériences en tant qu'indigènes ou afro-américains.
Et c'est parce qu'en tant que réfugiés arrivant aux États-Unis, la première chose qu'on attend de nous, c'est d'être reconnaissant aux États-Unis, tout d'abord, d'avoir été sauvés. Et dans mon livre, mon premier livre, Le Sympathisant, l'un des personnages dit « Oui, effectivement, je suis reconnaissant, mais peut-être j'aurais pas eu besoin d'être sauvé si les États-Unis n'étaient pas venus à mon pays au départ. » Donc voilà, c'est pourquoi au départ je parle dans un sens collectif pour parler de tous les réfugiés, et plus tard le personnage parle également au singulier, et ceci parce que je pense que l'expérience des réfugiés est quand même une expérience collective. Selon les Nations Unies, à l'heure actuelle, il y a 26 millions de réfugiés dans le monde. Et à mon avis, c'est sous-estimer le nombre de personnes qui sont là, parce que les Nations Unies disent également qu'il existe 88 millions de personnes qui sont déplacées, qui ne sont plus chez eux. Alors, quelle est la différence ? Pour moi, ce qui est vraiment la différence, c'est qu'en tant que réfugié, on a certains droits qui sont reconnus. Et la raison pour laquelle il y a tellement de personnes qui sont quand même déplacées, mais qui n'ont pas le titre de réfugiés, c'est parce qu'il y a tant de pays qui souhaitent ignorer le fait que ces personnes pourraient avoir des droits ou avoir accès à ces droits. C'est pourquoi, pour moi, en tant que réfugié, et j'ai toujours cette identité de réfugié, je pense qu'il est très important de parler de cela. Alors, l'extrait que vous avez entendu est situé à l'année 1980. Mais c'est un extrait qui pourrait s'appliquer à bien d'autres périodes. Par exemple, 1939, quand un bateau bondé de juifs européens n'a pas eu le droit de rester aux États-Unis ou d'être accueillis aux États-Unis, ces personnes étaient renvoyées en Europe et nous connaissons tous la fin de cette histoire. Mais cela pourrait également décrire ce qui se passe à l'heure actuelle, où il y a des milliers de personnes tous les jours qui viennent de l'Afrique ou de l'Asie et qui sont dans des bateaux de même type et donc qui connaissent la même chose. C'est pourquoi je pense qu'il est important d'avoir une expression collective de cette identité, l'identité de réfugié. Et c'est aussi parce que j'estime que nous sommes tous responsables de la situation. Moi, je suis responsable, vous aussi, pour la situation qui existe maintenant avec tant de réfugiés dans le monde. Et ceci parce qu'on considère toujours les réfugiés comme étant un problème, une crise pour nos pays, ce genre de choses. Cela veut dire qu'on est quand même complicite dans la description, dans la façon dont on décrit ces réfugiés. Nous sommes complicites à cause de nos modes de vie, de consommation, à cause de nos pays qui ont des positions militaires autres, qui encouragent ce genre de choses, et à cause des passés de nos pays qui étaient des passés coloniaux également. C'est pourquoi, en tant que réfugié, je dois faire face maintenant également à une autre difficulté, c'est que je suis réfugié, mais je suis également citoyen américain. Et là, cela me pose véritablement des difficultés. David Treuer parlait tout à l'heure de la pure fiction, parlait des illusions dont l'Amérique se versait. Est-ce que sur la question aussi de l'accueil des réfugiés, on sait que l'Amérique a placé sur le socle de sa statue de la liberté ce fameux poème qui dit « Envoyez-moi vos pauvres, envoyez-moi vos déshérités ». Est-ce que là aussi c'est une fiction, c'est une illusion dont l'Amérique aime à se bercer? Well, I think that every country is built on its own mythologies and its own contradictions, and the United States is not unique in having those. So I think it is true, actually. I think it's a very powerful part of American mythology that we are the land of refuge, we are the land of opportunity, and in fact, that was my family's life. My parents came to the United States. They had lost everything in Vietnam, and then they rebuilt their lives. So they're a part of the American dream. But this contradiction that I've spoken about reveals itself in the fact that America can welcome refugees and immigrants, and we serve as an alibi for the United States. Look at these wonderful refugees, look at these wonderful immigrants. They've survived all these terrible experiences, and they've become these super Americans. And they point to people like my parents, my brother who went to Harvard and Stanford. They point to me who won
the Pulitzer Prize and like, wow, we're a fantastic country that we can allow these refugees and immigrants to achieve these kinds of things. But we're the alibis because we serve to mask the histories that have already been evoked here by Ta-Nehisi and David. So, I think that for someone like me, again, as a refugee, the temptation that's offered is to position myself in relationship to the American dream as evidence of the greatness of the United States. And what I say to as many audiences as I can, especially American audiences, is that the United States is a country of beauty and brutality, a country of horror and hope. We're a country that was founded on democracy and equality and so on. We're a country founded on genocide and slavery and colonization and war. And I see a direct line from the beginnings of the United States to the war in Vietnam, which is why when I write about the war in Vietnam, I don't think I'm writing about an incident in American history. I think I'm writing about an event from which we can unfold everything that is also central to American history as well, including this idea that we're the land of freedom and opportunity, and yet we're also the land that takes away freedom from so many other countries. Oui, je pense que chaque pays a construit ses propres mythes, a construit ses propres contradictions et a créé son identité basée sur ces mythes et ces contradictions. Donc, les États-Unis ne sont pas uniques en ce genre. Et d'une part, les États-Unis sont effectivement un pays d'opportunité, d'accueil. Par exemple, le cas de mes parents est une bonne illustration de cela. Ils avaient tout perdu au Vietnam, ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont pu recréer leur vie. Ils correspondent au rêve américain. Et cette contradiction, je pense, correspond justement à ce que les États-Unis ressentent pour des personnes comme nous. Nous sommes un parfait alibi pour les États-Unis, car nous sommes des réfugiés, certes, mais regardez, maintenant, nous avons réussi. Mes parents ont réussi. Mon frère a été à Harvard et à Stanford, donc il a réussi. Moi, j'ai réussi. J'ai gagné un grand prix, le prix Pulitzer. Donc, tout ceci montre pour les Américains que malgré nos arrivées difficiles et nos débuts difficiles, nous avons réussi parce que l'Amérique nous a accueillis les bras ouverts. Donc cela cache également certaines histoires que mes collègues ont mentionnées auparavant concernant leurs propres identités. Et moi-même, je me positionne vis-à-vis de ce rêve américain. Je dois écrire et raconter mon histoire en prenant en compte ce rêve américain. Parce que les États-Unis est un pays, l'Amérique est un pays évidemment de beauté, de grande beauté, mais aussi de brutalité. C'est un pays de l'espoir, mais aussi d'horreur. C'est un pays qui est né de la guerre, des génocides, des destructions de populations. Et je trouve qu'il y a une continuation directe, une ligne directe de ce passé jusqu'à ce qui s'est passé au Vietnam. Et je pense que tout ceci est quelque chose qui est tout à fait central à l'histoire américaine, pays d'espoir, mais également pays de destruction et de violence. Ta-Nehisi Coates, juste cette question de la mythologie américaine, du rêve américain, elle est très présente dans vos textes, notamment dans Une colère noire. Vous revenez sur ce rêve américain et sur le prix à payer pour ce rêve. Et on parlait ici des mensonges de l'Amérique, mais pourquoi le pays a-t-il eu besoin de créer ces mensonges? Pourquoi le pays a-t-il eu besoin de créer cette façade derrière laquelle cacher les violences dont nous avons parlé depuis le début de cette soirée? So I think it's a very good point that was made that all countries have their myths. I think, I don't know if there are any Haitians in the audience, but I think they would have quite a few thoughts on how France tells its history with Haiti. I don't know if there are any people of Algerian descent in the audience, but certainly they would have some thoughts on how France tells its history. And I don't say that to rant against France or anything like that, but to reinforce the point. This is just generally true
States are political entities, and they tend to be violent entities. And you look for reasons to, justify your violence, justify your existence. Having said that, there are some particular things about America. I'm going to try to make this easy. America's a very, very violent country. Really, on orders that I did not understand before I left America for a considerable period of time. I'm coming here from Dakar, Senegal, where people are very, very poor and don't tend to have at their fingertips the kind of things that we in America and maybe in countries like France tend to regard as, first world amenities. And I was talking to a friend of mine who was an emergency room doctor, and I said, if you were a doctor in Dakar, you would see all sorts of ailments. You would see all sorts of problems with public health. You would see all sorts of sicknesses that you had to deal with, cholera, whatever. And you'd be very upset about that. But let me tell you what you would not see. You would not treat a 16-year-old with a gunshot wound. You would not have to come home in the evening and, in general, with some regularity, understand that somebody picked up a weapon of war and went and shot anywhere from 20 to 30 people. You would not have, with some guarantee, if you're black in America, members of your family who are encaged in arguably the largest carceral system ever erected in world history. We are exceedingly, exceedingly violent. I think it's a different order. I want to, maintain the point about, myth and everybody having their myth, but the amount of violence that America has to justify is of an order that is categorically different. I would like to say a little bit more, but can we translate what I said? I'm sorry, this is a very important point, so I just want to, if I can dig in. Oui, toutes les remarques qu'on a entendues jusqu'à présent sont effectivement très justes. Tous les pays ont leur mythe, chaque pays a son mythe. Alors, je ne sais pas s'il y a des Haïtiens dans la salle ou des gens d'origine haïtienne ou algérienne, et je suis sûr que ces personnes-là auraient eux aussi leur avis à dire et leur propre histoire à raconter sur la manière dont la France elle-même raconte sa propre histoire. Ils auraient leur avis. En fait, tous les États sont des entités politiques et en tant que telles, elles ont une tendance, pour ainsi dire, naturelle à la violence. Une entité politique est une entité violente quasiment par définition. Mais si c'est vrai de tous les pays, il y a quand même une spécificité américaine. C'est que si tous les pays ont une histoire violente, les États-Unis, l'Amérique est très, très, très violente. Il y a vraiment une violence spécifiquement américaine et qui est d'un ordre vraiment différent. Et ça, c'est une chose que j'ai comprise uniquement après avoir quitté le territoire américain. Quand je suis sorti des États-Unis, c'est à ce moment-là que j'ai pu me rendre compte de cette spécificité. Je reviens à l'instant d'un voyage à Dakar, au Sénégal, donc un pays marqué par une extrême pauvreté, où une très très grande majorité de gens n'ont pas à portée de main toutes les choses qui nous paraissent évidentes à nous, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et voilà, j'ai rencontré à Dakar un médecin qui va voir défiler toutes sortes de maladies, toutes sortes de problèmes qu'on peut trouver ailleurs. Mais il y a une chose qu'un médecin à Dakar, au Sénégal, ne verra pas, c'est un gamin de 16 ans qui arrive dans son bloc opératoire parce qu'il vient de se faire tirer dessus. Il ne verra pas les victimes, les 20, 30 victimes d'une tuerie de masse. Il ne verra pas les membres de toute sa famille incarcérés en nombre comme cela peut exister aux États-Unis. Donc vraiment, l'Amérique est pour moi un pays excessivement violent, littéralement une violence à l'excès. Et la quantité de violence que l'Amérique
a à justifier dépasse vraiment l'entendement et dépasse en tout cas la mesure que d'autres pays peuvent connaître. And so, like, that's the violence in the, and I'll make this quick, I promise. That's the violence of the present, but I think what we've been talking about is the violence of the past, which is extreme and is world-changing. The violence heaped upon the Native Americans, the violence heaped upon in the creation of African Americans, the violence that we've actually inspired across the world. There's a great book called Hitler's American Model that talks about how the Nuremberg laws were actually taken and inspired very much by the Jim Crow laws. The places where we have the blood on our hands. The past 20 years in Afghanistan, revolutionizing the idea that a silver bird in the sky can just fly over a village and destroy a wedding party under the auspices of actually looking for terrorism. That is a lot of violence you got to justify. And you need a narrative. You need a narrative to make that okay, that goes beyond what is, as far as I'm concerned, just blanket plunder and robbery. You have to be able to say something different, and so I think that accounts for the necessity. Apologies for the long answer. Donc, on a parlé de, voilà, je parlais de la violence de nos temps présents, mais il y a évidemment, on a beaucoup parlé de la violence du passé, et cette violence de l'histoire, du passé, est également absolument extrême, et elle est fondamentale dans l'identité des États-Unis. Il faut aussi compter avec la violence que l'Amérique a inspirée au reste du monde, parce que l'Amérique montre une image au reste du monde de violence, et la quantité de sang que nous avons sur les mains est considérable. Et si on prend par exemple l'exemple de l'Afghanistan, de ce qui s'est passé ces 20 dernières années en Afghanistan, et de voir qu'on peut faire survoler un oiseau de métal dans le ciel qui peut larguer une bombe et détruire un tel territoire dans de telles proportions, il est évident le pays a besoin de créer un récit qui vient justifier tout ça, qui rend les choses en quelque sorte acceptables. David Troyer, est-ce que Tanisi Coates parlait du sang sur les mains de l'Amérique? Est-ce que ce sang peut être lavé? On disait que cette soirée était placée sous le thème de ce passé qui ne passe pas. Est-il possible que la rédemption puisse arriver? Et si oui, à quelles conditions? No, I don't think you can wash any of that away. And I'm not in the redemption business myself, you know? And, but if that were on the table, you know, you'd have to start maybe with an apology, maybe some reparations, maybe some land back, you know? Then you could start talking about redemption. But I'd like to amplify what Ta-Nehisi Coates was saying just a little bit earlier. Like, our country, it's not that America is necessarily more violent than other countries. I mean, we all own it, wherever we're from, to a degree, you know? But American violence is cast in such an interesting way, you know? When Columbus landed in the Caribbean, you know, he said, in a letter back to a friend, he's like, oh, this is really beautiful. There's mountains and there's trees and there's honeybees. And nightingales sing from all the forests. And there was no honey. There were no honeybees indigenous to the New World. There were no nightingales. Yeah. He was lying from the start. What he did do was take land and take captives back. The first European act in the New World was to steal land and to steal liberty. You know, and our violence is very much wrapped up in a kind of theft, you know. Very much in a taking, in a savage taking. That's the American flavor. French, you guys have a different flavor. That's for you to figure out, you know. Is there the possibility of redemption? You know, I don't know, you know. There's, you know, we've been giving our country the gift of our energy and our effort
our work, our art, our love, you know, our participation, you know. And America hasn't been all that good on reciprocating, you know. And that's just, so I don't know, redemption. It's not my game. I don't need it. I don't expect it. You know, I'm not waiting for it. I think that's good. La rédemption, laver le sang. Non, je ne pense pas qu'il soit possible de laver ce sang. La rédemption, c'est pas mon taf. Mais s'il fallait penser à la rédemption, il faudrait forcément passer d'abord par les excuses. Il faudrait passer par des réparations. Il faudrait peut-être rendre la terre à ceux qui la possédaient avant. Ta-Nehisi a parlé de la violence aux États-Unis. Je ne sais pas si les États-Unis sont forcément plus violents que d'autres pays, mais je pense que notre violence a un caractère bien particulier à notre pays. Vous savez, quand Christophe Colomb est arrivé aux États-Unis, il a écrit une lettre pour dire « Ah, c'est un pays merveilleux, c'est magnifique. Il y a des montagnes, c'est très beau, il y a des abeilles, il y a du miel, il y a des rossignols qui chantent dans la forêt. » Sauf qu'il n'y avait pas d'abeilles indigènes aux États-Unis à l'époque. Il n'y avait pas de rossignols qui chantaient dans la forêt. C'était une invention pure, c'était un mensonge dès le départ. En fait, qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Colomb? Il a permis le fait de prendre des terres, de voler les terres, et puis de prendre des prisonniers, de rendre captives les personnes. Donc, le premier acte européen sur le sol du Nouveau Monde, c'était un vol. Donc, c'est une violence américaine qui est toujours associée au vol, au rapt, à la possession. Je pense que la violence française a peut-être un autre parfum. La rédemption, je ne sais pas. Nous autres, nous donnons à notre pays notre énergie, notre travail, notre amour, notre art, mais notre pays ne fait pas beaucoup de réciprocité envers nous. Donc, je disais, la rédemption, c'est pas mon taf, j'en ai pas besoin, j'ai pas d'attente particulière à cet égard, et je n'attends rien. I would like to add just a little bit, tiny bit. You know, those early thefts, right, of land, of freedom, you know, this sort of violent urge that landed people on the shores of the New World, to me, feel like they're not just of the distant past, you know. To me, it feels like then, and then again in 1619, and then again in, you know, through prolonged behaviors, early behaviors, that kind of urge has somehow entered the American system like a virus. It's shaped us. It's in us now. It's in us individually. It's in our institutions. It's in our national character. You know, I think it's sort of, we're infected culturally, politically, with those urges that began in 1492 and have been carried through time. You know, so if redemption were something we were going for, we've got to confront those urges, right? We have to confront ourselves in some fundamental way, you know, some fundamental way, which I have not seen much of yet. So. Et je rajouterais brièvement que ce vol de la liberté des personnes, ce vol des terres est le résultat d'une pulsion violente qui a mu les premiers colons qui sont arrivés au Nouveau Monde. Et c'était quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais qui est encore présent, en effet. Ça s'est passé en 492, encore en 1619.
ce sont des comportements à répétition que l'on constate à travers l'histoire américaine. Ces pulsions qui sont comme un virus qui nous a infectés, qui est dans notre fort intérieur. Et c'est quelque chose qui a infecté les individus et aussi les institutions, qui est fortement ancré dans notre politique, dans notre culture. Et cela depuis le début de l'existence de ce pays, des États-Unis d'Amérique. Et ces pulsions existent et cette violence existe à travers le temps. Donc, rédemption, admettons, mais il faudrait d'abord qu'il y ait une vraie confrontation avec ces pulsions violentes qui sont vraiment les fondements de notre société. Ta-Nehisi Coates, tout à l'heure, David Treuer employait le mot de réparation. Réparation, c'est un mot qui est important pour vous. L'un de vos articles s'appelait The Case for Reparations, traduit en français sous le titre Le procès de l'Amérique. C'est justement un article, un très long article, dans lequel vous affrontiez justement ce poids du passé pour dire c'est pas simplement des choses symboliques. On ne peut pas simplement s'arrêter au symbole. Il y a un poids du passé dont nous sommes aussi les héritiers d'un point de vue matériel. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas simplement admettre sa dette morale et penser que ça va suffire à oublier le passé? Okay. Non, c'est de l'argent, bien sûr. I think you need some sense of. So there are two ways of looking at this. I think like there are those of us who think the money is the most important thing, and then there are other people who think the admission of actually, the sin is the most important thing. But I actually think it's both. And I don't think it allows a whitewashing. The thing is, the problem of reparations is really a problem of human and civilized governance, and I'll tell you why. There's a certain sector of those of us in America that like to point to Europe and particularly Germany and how it has dealt with the Holocaust and its payment of reparations in various sectors and how it deals with memory and how the Holocaust memories of the Holocaust are all around the country, and you can actually see that obviously here too. But the thing I try to remind people is all of those monuments of memory and all of that reparations was made after what? The Nazis killed 90% of the Jews on the continent. That's very, very different than the African American situation, particularly where you have a group of people who are very much active in there and still causing trouble. The history is very much alive. The battle is still, ongoing. And maybe that's ultimately the problem with the argument for reparations is, in fact, it's not over. The fight is actually ongoing. There's still being war made upon us, even at this point. But taking what you said, I think the recognition and the repair is as important. And the way I would imagine it is not just an acknowledgement of what happened, not just repayment or an attempt to repay for the damage that was done, but also some sort of alteration in how you think about government. So the thing I think about all the time is when the United States went to war in Iraq, which was a war choice, there was all this talk about Jeffersonian democracy. I would like to see in a post-reparations world a more cautious country that thought more about who Jefferson actually was and what his quote-unquote democracy was built upon. So it is, yes, the repayment of money, or the attempt to make reparations through material resources. It is, yes, the reckoning with the fact of what happened, but it's also a reckoning of self-definition. Because African Americans are not, or African American history is not it's not like a side track that you can pull out of and allow the rest of America to remain whole. If you pull it out, the whole thing kind of falls apart. And then you have to rebuild with a different definition, with a different vocabulary. And so, in many ways,
And even at this late date, I still find myself trying to think it through and challenged to think it through. But in many ways, it would require a very whole redefinition of America. That carceral state that I mentioned earlier cannot exist in a world of reparations. So you're talking about what do you do with huge numbers of disproportionately African-American men who are jailed right now. It would be a very, 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 very different country, I think. It's money. Oui, c'est de l'argent. C'était pour le traduire le français. Il y a deux façons de voir les choses sur cette histoire des réparations. Il y a effectivement une question matérielle. Il y a la question de l'argent et puis il y a la question du péché. Il y a la question morale. Je pense que ces deux paramètres entrent en ligne de compte. Mais ça va au-delà. C'est aussi une question qui interroge notre manière d'envisager le mode de gouvernement de l'humanité, de la civilisation. Et certaines personnes aux États-Unis font souvent référence à la manière dont l'Allemagne a pu traiter cette question de la réparation après l'Holocauste, et comment cette question des réparations en Allemagne a pris des formes matérielles, en argent sonnant et trébuchant, mais aussi par l'érection de monuments, de mémoriaux, de choses comme ça. Mais il faut bien se rappeler que tous ces monuments qui ont été érigés, tout ce travail de réparation qui a été fait par l'Allemagne, il a été fait une fois que 90% de la population juive d'Allemagne ou d'Europe avait été totalement décimée. Donc c'était terminé, en quelque sorte. Ça venait après. Aux États-Unis, cette lutte, la question des réparations et la lutte pour la reconnaissance des droits des minorités opprimées, elle est toujours en cours. Elle n'est pas terminée. Et la population afro-américaine en particulier est nombreuse, présente, elle est bien vivante, et elle continue à poser problème à beaucoup de personnes aux États-Unis. Donc cette question de la reconnaissance et de la réparation, ça ne va pas simplement être aujourd'hui une question de comment on rembourse en quelque sorte notre dette à l'égard de ces populations, mais ça implique une véritable altération, un véritable changement dans la façon dont on envisage notre façon de nous gouverner nous-mêmes. Et les États-Unis, les gens aux États-Unis font très souvent référence au fondement démocratique du pays, à cette fameuse démocratie jeffersonienne. Mais personne ne s'interroge sur les fondements même de quelle était l'idéologie de Jefferson. Et on ne remet pas en cause cette définition de ce qu'est la démocratie jeffersonienne à laquelle on fait si souvent référence. Donc oui, ça passe par de l'argent, oui, ça passe par des aspects matériels, mais ça va passer aussi nécessairement par une redéfinition de ce que nous sommes. Voilà, être afro-américain aujourd'hui aux États-Unis, c'est pas simplement une espèce de voie à part dans laquelle on peut s'extraire pour rejoindre le moule de la démocratie américaine. Et c'est un problème auquel je continue de réfléchir. Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais je pense réellement que ça va bien au-delà de la question de la réparation, ou en tout cas que dans cette question est incluse l'idée d'une redéfinition fondamentale de ce qu'est l'Amérique. Et voilà, le jour où on aura pris pleinement conscience qu'il y a une proportion absolument délirante d'Afro-Américains emprisonnés à l'heure actuelle aux États-Unis, on pourra commencer à redéfinir un petit peu ce qu'est notre pays. Viet et Nguyen, aussi bien David que Taïnissi viennent de dire à l'instant, à la fois le besoin et la difficulté pour l'Amérique de se confronter à elle-même et d'essayer à la fois de regarder son histoire en face et d'imaginer comment elle pourrait être autrement. On l'a encore vu ces dernières années dans les urnes, à la Maison-Blanche, le fait de voir une grande partie du pays s'accrocher au mythe d'une Amérique blanche et innocente. Est-ce que c'est pour vous le dernier hoquet d'un monde en train de s'éteindre ou bien êtes-vous davantage inquiet sur la capacité justement de l'Amérique à embrasser sa diversité et à accepter de regarder son passé en face? Well, thank you for giving me a very hard question. I think that, I don't want to universalize, but I do think that every country, when faced with its own contradictions, its own bloody histories, finds it very difficult to
confront that and to try to figure out how to make reparations or how to apologize or what kind of memorials to build or what kinds of new stories to tell. In the case of the United States, maybe it's a particularly aggravated situation because besides these other histories of slavery and colonization and genocide that we've heard about, the United States at present is the most powerful military country in the world. And that is a deeply important part of American identity. I think most Americans, many Americans at least, take that for granted, that it's our right to have 800 military bases around the world in different countries. It's our right to define what is legal and what is not legal. So it's legal for the United States to kill Afghan civilians. The last act of the United States, besides rescuing Afghans from Kabul, was to kill a family of 10 people with a drone missile. But it's not legal for Putin to do the same thing in Ukraine. So I'm not saying that we shouldn't be criticizing Putin and what he's doing in Ukraine. I'm saying that if we're saying what Putin is doing is wrong, we just have to turn around and say we've been doing this ourselves as Americans for a very long time. We did it yesterday. And so the United States has a huge challenge, not just in terms of reparations and changing the narrative and apologies and all that, but this immense power is structurally built into our society. It is an outcome of the slavery and the colonization and the genocide we're talking about, and now it is a part of our foundation. It's a part of our structure. And that's why I think I'm actually very, very pessimistic, the more I think about it, that the United States can actually fundamentally change. I mean, we can tell new stories, we can have new writers, we can have multiculturalism, but none of that actually gets to how deeply embedded this immense violence and genocidal power is here presently in the United States. And again, I think, you know, as divided as Americans are between Democrats and Republicans and so on, there's still a lot of consensus that Americans have the right to rule the world, regardless of whether we're Democrats or Republicans. And so to your very difficult question, is this the end of the world? Well, if it is the end of the world, Americans are greatly responsible for it, right? And so I see attempts within the United States to address this immense power, again, in terms of changing narratives and in terms of changing our habits of capitalism, but we're nowhere near the point where we can stop this machinery of war and capitalism and racism. Oui, je pense que tous les pays doivent trouver un moyen de faire face à leurs propres contradictions, à leurs différences, et ceci par le biais des récits, des nouveaux récits de la réparation et ce genre de choses. Mais pour les États-Unis, c'est encore un peu plus difficile, un peu plus compliqué, parce qu'il y a le passé dont on a beaucoup parlé, basé sur cette violence, mais il y a également le présent. Et dans le présent, les États-Unis continuent à être l'une des puissances militaires les plus importantes du monde. Et cela fait partie de l'identité américaine. C'est-à-dire, les Américains pensent et sont convaincus qu'ils ont un droit absolu pour avoir 800 bases militaires un peu partout dans le monde, pour pouvoir définir exactement ce qui est moralement correct ou bon ou pas. Par exemple, les Américains pensent que c'est tout à fait légal pour envoyer un drone quelque part en Afghanistan et détruire une famille de 10 personnes. Mais si Poutine fait la même chose en Ukraine, ce n'est pas légal, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. Alors, je ne dis pas pour autant que j'accepte ce que Poutine fait en Ukraine, mais il faut se dire que les États-Unis ont fait la même chose pendant très longtemps sur des continents différents.
Donc, quand on parle de cette question de réparation, c'est un vrai défi pour les États-Unis parce qu'il y a toujours cette question de la puissance américaine qui fait partie de notre identité, de notre fondement, de notre structure même. Et même si je suis un peu pessimiste, même si les États-Unis essayent d'y faire face, de changer, de raconter peut-être de nouveaux récits, d'avoir une certaine diversité culturelle, de trouver d'autres moyens de s'exprimer, on ne peut pas et on n'arrive pas complètement à se débarrasser de ce passé basé et ce présent basé sur cette puissance. Donc, je pense que si on voit même ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis, il y a peut-être des différences entre les deux partis, les démocrates et les autres, mais il y a quand même, entre les conservateurs et les démocrates, quand même les mêmes opinions, les mêmes points de vue sur pas mal de sujets. Et donc, je pense que est-ce vraiment la fin du monde? Je ne sais pas. Mais s'il y a une fin du monde, je pense que les États-Unis ont leur part de responsabilité dans cela. Et même si les États-Unis essayent maintenant de faire face à ces passés et à ces présents, je pense qu'ils ont encore beaucoup à faire. Nous avions commencé cette soirée sous le thème « Ce passé qui ne passe pas ». Vous voyez, j'ai l'impression que le futur ne va peut-être pas passer non plus, selon Vieta Nguyen. Merci infiniment à tous nos invités de ce soir. Ta-Nehisi Coates, la danse de l'eau chez Fayard. Vieta Nguyen, le sympathisant chez Belfond. Et David Troyer, notre cœur bat, Woodingy, Alba Michel. Merci beaucoup à tous les interprètes qui ont pu rendre cette soirée possible. C'était une soirée qui était en partenariat avec le 1 des libraires, un nouveau numéro que vous pouvez retrouver à la sortie et dans lequel vous pouvez notamment retrouver Vieta Nguyen. Merci beaucoup à vous et puis je vous souhaite un très bon festival, un très bon week-end ici à Vincennes.